Et on commence avec Salah et Mané qui ont été éjectés du top 5 des 100 joueurs à forte valeur de transfert. Ce lundi, l'Observatoire du football, CIES, a dévoilé la liste des 100 joueurs aux plus hautes valeurs de transfert, respectivement classés 3e et 5e lors de la précédente édition. Eh bien, en janvier dernier, les deux attaquants de Liverpool ne font plus partie du top 5. Voyons d'ailleurs ce top 5 avec Dorgelès Kofi qui arrive sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien. Ok. Bonsoir la famille. Salut. Bonsoir, Président. Bonsoir. Bonsoir. Tia, regardons ensemble, oui, ce top 5. En première position, Kylian Mbappé, plus de 168 milliards de francs CFA. Raheem Sterling en deuxième position, plus de 127 milliards de francs CFA. Sancho, Alexander-Arnold et Marcus Rashford font leur entrée dans ce classement. Troisième position pour Sancho, plus de 116 milliards de francs CFA. Quatrième place pour Alexander-Arnold, plus de 110 milliards de francs CFA. Et Marcus Rashford, plus de 99 milliards de francs CFA. Merci beaucoup, Dorgelès. Vous comprenez l'absence de Sadio Mané et Mo Salah de ce top 5, Roger Stéphane? J'avoue que je ne sais pas trop quand même sur le classement là. Parce que sur le dernier classement au mois de janvier, Salah était 3e avec plus de 114 milliards de francs CFA. Et Sadio Mané était 5e avec un peu plus de 100 milliards de francs CFA. Bon là, ils sont 6e et 7e. Ils ne sont pas tout à fait vieux non plus. Ils ont 27 ans et 28 ans. Donc, je ne sais pas trop. J'avoue que ce schéma-là m'embête un peu. Mais si on considère l'âge actuel de ceux qui sont dans ce classement, notamment Kylian Mbappé, je pense que quand on fait la projection dans le futur, à partir de ce moment-là, on peut peut-être comprendre la position parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans le classement actuel. Et là, Kylian Mbappé brille au sommet parce que l'avant-centre, le joueur du Paris Saint-Germain, est au top en ce moment. Chacun à son tour. Ils ont fait pour eux. Maintenant, c'est au tour des autres. Mais plus sérieusement, ce top 5-là est composé des joueurs les plus jeunes. C'est-à-dire que la tranche d'âge varie de 20 à 22 ans. Donc, on mise sur la jeunesse et on mise aussi sur les performances. Parce que le joueur ne peut pas avoir une valeur marchande plus énorme quand il est plus âgé que carrément Kylian Mbappé ou Sancho. Donc, l'âge compte et les performances comptent aussi dans le club. Effectivement, moi j'ai une question. L'argent des transferts, là, ça va dans les projets qui? Ils sont trois. Le club, le joueur et l'agent. Bon, c'est partagé comme ça, c'est mieux, ils sont derniers, ça fait rien. Parce que l'argent de transfert, là, c'est pas pour le joueur en même temps. C'est pas pour, il n'encaisse pas l'argent directement dans son compte. Du coup, s'il est premier, il est deuxième, il est troisième, ça ne change rien. Qu'il soit dernier, tout compte fait, si son salaire est énorme, moi je pense que ça me suffit comme ça. Ben, bien sûr. Silence de mort. Mais l'argent des transferts, c'est ce que je dis. L'argent des transferts, ça ne profite pas qu'à lui seul. Hein. Oui. Le club en retire quelque chose, son manager, je crois, et lui-même. Oui. Donc il va diviser l'argent en trois. C'est trop à un moment donné. Voilà. Oui, mais mieux vaut avoir un peu de beaucoup que beaucoup de rien du tout. Ah, mais c'est trop. D'accord. C'est mon avis. Après, c'est vous qui voyez. Oui. À chaque fois qu'on parle, vous voyez. Ou pas, d'ailleurs. On va élargir un petit peu maintenant. Et c'est vrai que quand on élargit l'angle de vue, on va prendre le top 100. Et il y a 8 Africains dans ce top 100, n'est-ce pas, mon Dorgelès? Effectivement, Tia. La première position en Afrique pour Mohamed Salah avec plus de 94 milliards de francs CFA. Deuxième position pour Sadio Mané, plus de 90 milliards de francs CFA. Troisième position pour Achraf Hakimi, le Marocain, plus de 51 milliards de francs CFA. Quatrième position pour Nicolas Pepe, plus de 47 milliards de francs CFA. Victor Osimhen, plus de 41 milliards de francs CFA. Ismaël Assar, plus de 40 milliards de francs CFA. Wilfried Ndidi, plus de 32 milliards de francs CFA. Et en huitième position, Thomas Partey, le Ghanéen, plus de 31 milliards de francs CFA. Tia. Merci Dorgelès. Ouais. Alors, quels sont les critères qui entrent en compte pour faire ce classement? Alors, on a l'âge, le poste, parce que là, il y a beaucoup d'attaquants, il y a des postes qui sont précieux au football. On a les résultats en club et avec l'équipe nationale. On a également la valeur économique du club dans lequel on évolue. Donc, tous ces éléments réunis donnent ce classement-là. Mais je me rends bien compte que les deux éléments les plus importants sont l'âge et le poste. Parce que beaucoup d'attaquants et les 5 premiers sont très jeunes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Salah et Mané, qui sont plus proches de la trentaine, sont quelque peu en difficulté
sur ce dernier classement. Docteur Elvis Tano, bon, on a vu hein, ça se chiffre en dizaines de milliards. Qu'en est-il pour le rugby? Est-ce qu'on est dans les mêmes prix? Malheureusement, on est loin de ces fourchettes-là. Au rugby, les transferts ne sont pas aussi faramineux. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'avec le Super Rugby, le Top 14, on a des professionnels qui touchent quand même pas mal. Mais c'est rare de voir un Africain avec un tel montant au rugby. Ouais. Voilà. D'ailleurs, l'espoir, c'est d'arriver à ça, en fait. Voilà. Est-ce que les rugbymen qui jouent ici, donc dans le championnat ivoirien, sont bien traités en termes de salaire, en termes de conditions? Est-ce qu'on peut vivre de son art quand on prétend être joueur de rugby? Non, ça c'est, en tant que président, c'est une belle colle, mais en toute honnêteté, pour l'instant, non. Pour l'instant, non, parce que il n'y a pas de rugbymen avec un salaire. Généralement, c'est les salariés même qui viennent pratiquer ce sport. Donc, des clubs comme Yopougon, champion de Côte d'Ivoire, à travers leurs sponsors, essaient d'employer des athlètes pour rémunérer ces derniers. Bon, on vit difficilement de ce sport. Et c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, hein, c'est même partout en Afrique. Voilà. Mais je dis quand même, il y a quelques joueurs néo-zélandais, de très bons joueurs d'ailleurs, qui ont signé en Europe dans certains championnats, notamment en France. Ceux-là, ils vivent bien. Le top 14 évolue avec une ligue professionnelle de rugby, la NRA, la Ligue nationale de rugby. D'ailleurs, dans ce projet Côte d'Ivoire Rugby que nous sommes en train de mettre en place, la Ligue professionnelle de rugby, la LPR, aura une place de choix, justement pour permettre à ces athlètes ivoiriens de pouvoir vivre de leur sport. Quand le sport il est professionnel, bien entendu, les athlètes vivent mieux de ce sport. Même Président, sur quoi est-ce que vous vous reposez par rapport à vos finances? Est-ce que vous avez des sponsors? Comment est-ce que vous arrivez à pouvoir tenir le bout? C'est vraiment difficile, hein, parce que la fédération ivoirienne de rugby n'a pas de sponsors. Nous avons des partenaires institutionnels tels que World Rugby qui financent à hauteur de 20% la formation et le développement. Le ministère des Sports, à travers l'appareil fiscalité qui, de manière trimestrielle, nous apporte un petit coup de main. Ensuite, des dons, je dirais, personnels de certains amoureux, des particuliers qui viennent... qui font du mécénat. Qui font du mécénat, bon, voilà. Mais aujourd'hui, le rugby, sur le plan financier, la Fédération ivoirienne de rugby survit. Et c'est pour sortir de ça que je profite de cette antenne pour dire que ce vaste projet, il est important pour nous parce que toutes les entreprises de Côte d'Ivoire la majorité ont été sollicitées pour cette nouvelle aventure. Et on espère pouvoir professionnaliser le secteur pour quand même vivre mieux du rugby en Côte d'Ivoire. On aura l'occasion de parler vraiment de ce gros projet. On est là jusqu'à 22h. 22h. Voilà, ne vous inquiétez pas. Allez, on reste dans le rugby hein, et on va vous annoncer une chose, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais sachez que Rugby Afrique annule la saison. Oui, au regard de la situation actuelle hein, et en concertation avec ses fédérations membres, eh bien, la décision a été prise par Rugby Africa d'annuler toutes ses compétitions. Réunis le jeudi 28 mai lors d'un comité exécutif exceptionnel, eh bien, Rugby Afrique a fait part de son souhait de privilégier avant tout la sécurité des athlètes. Alors, docteur Elvis Tano, vous êtes également chef de la commission médicale hein, de Rugby Afrique. Vous dirigez un groupe de travail qui rassemble des médecins de plusieurs pays d'Afrique. Quelle est la situation actuelle du rugby sur le continent en cette période de coronavirus ? Oui, c'est avec beaucoup de regret que nous avons pris cette décision au cours de cette réunion du bureau exécutif. Parce que quand on a fini le résultat de nos travaux, la situation en Afrique n'est pas en train de s'améliorer quant à la pandémie. Oui. Le rugby est un sport de contact. On ne peut pas jouer
à 1 mètre. On a obligé les mêlées, on ne peut pas jouer de rugby sans mêlée. Bien entendu, on ne pouvait pas mettre ces athlètes-là en difficulté sur le plan sanitaire. Et de manière unanime, en concertation, bien sûr, avec tous les autres présidents de fédération, on a jugé bon de mettre fin de ce soir, pour l'instant, jusqu'à un nouvel ordre à toutes nos compétitions. Mais est-ce que ce n'était pas un prétexte aussi? Parce que quand on regarde bien le rugby, il y a quelques problèmes en interne quand même. On parle par exemple de conflits entre le rugby à 15 et le rugby à 7. On parle de financement qui ne vient pas très souvent, ou alors qui n'est pas suffisant. Vous parlez de l'Afrique? Oui, du rugby Afrique. De l'Afrique. Oui, de l'Afrique. Et on parle aussi du privilège accordé au niveau du rugby africain aux pays qui ont une forte tradition de rugby, ce qui n'est pas le cas pour toutes les nations. Est-ce que tout ça cumulé n'a pas influencé cette décision-là? Les nations qui ont eu, je dirais, qui payent le lourd tribut, dans ça, c'est vraiment les nations, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ont une culture rugby. L'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda, la Namibie, le Zimbabwe, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, même le Burkina à côté. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une phase où nous avons une participation vraiment énorme de nos partenaires. Et annuler toutes ces compétitions-là, on a tenu vraiment compte de tous ces aspects financiers. Le rugby africain, le rugby Afrique ne fait pas de tri entre les nations. C'est une décision collégiale que nous avons eu à prendre. Ce n'est pas parce que vous êtes nation de rugby que vous êtes moins exposé. Le Mali, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud sont d'autant plus exposés que toutes les autres nations. La preuve, la pandémie sévit plus en Afrique du Sud aujourd'hui qu'en Tunisie. L'Algérie aussi a payé un lourd tribut de cette pandémie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le taux est en train de continue de monter, de grimper. Donc on ne peut pas prendre le risque aujourd'hui de reprendre des activités. Ce n'est pas un prétexte, je dirais... Une réalité de terrain. C'est une réalité et du bon sens. Voilà. Bon, alors, depuis tout à l'heure, vous parlez de rugby à 7, rugby à 15. Pourquoi de rugby? On ne comprend pas trop. Le rugby à 7 se joue avec 7 joueurs de part et d'autre. Oui. Et le rugby à 15, nous avons 15 de part et d'autre. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? C'est une volonté. Le football, il y a 11 joueurs et puis il n'y a pas un football à 11, un football à 3. Non. Le rugby à 7, il y a même, je vous dis encore qu'il y a même du rugby à 13. Ah, d'accord. Ah oui. Du côté de la France. Mais le rugby à 15, c'est ce sport élite de World Rugby. World Rugby aujourd'hui a développé le rugby à 7 pour permettre aux nations telles que l'Asie, l'Afrique, de pouvoir se développer rapidement en termes de visibilité. Il se pratique plus simplement, c'est plus facile à organiser, c'est moins onéreux, et puis il demande moins de moyens pour l'organisation. Et je dirais que c'est un peu plus attrayant que le rugby à 15. Mais il y a une compétition, il y a des compétitions particulières pour le rugby à 15 et d'autres pour le rugby à 7. Le rugby à 7 aujourd'hui, c'est ce sport-là qui nous a permis, nous, rugby, d'être reconnus au niveau de l'olympisme. Le rugby à 7 est entré au CIO. Donc, du coup, nous sommes sport olympique grâce au rugby à 7. Le rugby à 15, nous avons la Coupe du Monde de rugby à 15 et c'est ce qui est développé dans toutes les grandes nations. Voilà. D'accord. Eh bien, très bien. Oui, je dois dire, moi j'ai vraiment mal de voir la saison de rugby Afrique annulée. Hein, parce qu'on pourrait trouver une autre stratégie. Hein. Voilà, on pourrait peaufiner une autre stratégie. Comme par exemple l'assimilation. On fait semblant de se toucher.
Et quand on lance le ballon, on fait on siffrait. Et puis chacun va, mais c'est ça aussi. Oui, pourquoi pas. Au lieu de ne pas se toucher là. Pourquoi pas. À un moment donné. T'as peut-être pas tort. Voilà. On aurait pu essayer ça, mais bon, le rugby reste le rugby. Le rugby, c'est un sport de Mais c'est contact. ça. On siffrait juste, je t'ai On touché, siffrait. je t'ai touché. Et puis après, Bon, alors, effectivement, la saison est annulée, mais sachez quand même que Rugby Afrique prévoit de venir en aide à ses associations membres, si les ressources financières le permettent. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça laisse quand même un petit peu d'espoir. Ça reste de l'espoir, puis ça permet aussi aux différentes fédérations et aux clubs de pouvoir souffler financièrement. Voilà, c'est la bonne note. Oui, ben je tiens à confirmer cette information. Et je tenais, au nom de l'équipe, dire merci à Khaled Babou, qui est le président de Rugby Afrique. Il a bataillé pour que ces fonds soient disponibles. Nous avons sacrifié certaines de nos activités pour reverser cet argent à toutes les fédérations membres de Rugby Afrique. La Côte d'Ivoire a bénéficié aussi de cette aide et cette aide sera redistribuée au club. Bon, alors, attendez, la Côte d'Ivoire va bénéficier. Bon, forcément, on veut savoir, ce sera combien? Est-ce que les chiffres ont déjà été arrêtés ou pas? Oui, ça a été déjà arrêté, mais bon, c'est pas grand-chose. Il fallait que toutes les fédérations puissent bénéficier de cette manne, qui est quand même minime, ce n'est pas les milliards que vous avez vus tout à l'heure. C'est combien, monsieur Talot? C'est combien? On veut tout savoir. on veut savoir. Bon, ça, comme je l'ai dit, c'est à la discrétion du président. On aura l'occasion de vous donner l'information. Attendez, non, Renaud Stéphane, non, s'il vous plaît, non. Alors, vous êtes sur le plateau de la grande team, d'accord? Oui. La nation entière vous regarde. Oui. Vos licenciés vous regardent également. Vous annoncez qu'il y a effectivement une subvention qui va être allouée par rapport à cette période de coronavirus. Quand c'est la CAF, la CAF vient, on connaît les chiffres, montants, on connaît les montants. Est-ce qu'on peut au moins On savoir? ne va pas polémiquer. Cette aide est vraiment destinée pour l'alimentaire et la santé. D'accord. C'est-à-dire en produits phytosanitaires, gel, mains, masques et autres. Le montant pour la Côte d'Ivoire, c'est de 5 000 €. D'accord. C'est que ça. 5 000 € 5 qui 000 font €. 3 millions. 3 millions 2. Un peu plus de 3 millions. Un peu plus de 3 millions. Donc, comment est-ce que nous allons répartir ça? J'ai demandé à mon équipe déjà de faire une répartition en fonction des clubs, en fonction des commissions, surtout pour le rugby féminin. Elles ont travaillé durement cette année. Malheureusement, il n'y a pas eu de compétition. Donc, une partie de ces fonds, une partie ira au rugby féminin et à la commission jeune. D'accord, très bien. Eh bien voilà, allez, c'est ce qu'on pouvait dire concernant ce plus d'actu. Oui, ce soir, on va beaucoup parler de rugby dans la grande team. Alors, profitez de la pub, puisqu'on va se quitter quelques instants. Profitez de cette pub pour aller sur la page Facebook de la 3. N'hésitez pas à participer au débat, participer aux différentes questions qu'on soulève jusqu'à la fin de l'émission. Et n'hésitez pas à envoyer des questions à notre invité de ce soir, le président de la Fédération ivoirienne de rugby, Dr Elvis Tano, qui nous fait le plaisir de nous accompagner sur le plateau de la grande team. Allez, on ne bouge pas, il y a beaucoup de choses qui nous attendent, notamment le débat, et on va parler du rugby ivoirien, évidemment. Un mondial en 1995, et depuis, que se passe-t-il? Il est là pour répondre à toutes nos questions. À tout de suite.